high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Je rate des textes graves, j'ai l'âge rat de Vegeta. Je crache des boules de feu un peu comme Spyro. Je m'inspire des Gao, j'ai mon gamos à mes côtés. Je recompte les liasses. Donc moi j'ai eu ma première bouffée délirante à 17 ans. Crise de paranoïa très aiguë, je pouvais plus sortir de ma chambre, hein. C'était très difficile. Je ne vais pas vous parler des délires en particulier, mais en tout cas c'était impossible pour moi d'avoir une vie normale. J'ai dû arrêter l'école, j'ai dû arrêter le sport, j'ai dû arrêter les amis, on m'a donné des énormes traitements dose éléphant, hein. Et ça a été très dur, très dur de vivre tout ça. Et il y a eu par la suite, par contre, une prise de conscience de ma part qui a fait que aujourd'hui, je vais super bien, quoi, tout simplement. J'ai commencé à travailler sur moi, sur mes peurs. J'ai fait énormément de travail. Je les ai pas fait en lisant des bouquins, je les ai pas fait en écoutant des psychiatres, des psychologues, parce qu'on m'avait déjà dit tellement de conneries que je voulais plus y croire. Je me suis mis dans ma tête à moi, sur mes feuilles à moi, avec mes papiers à moi et mes crayons à moi. Et puis j'ai travaillé tout simplement. Donc j'ai travaillé sur de la philosophie beaucoup, c'est-à-dire la philosophie, on est tous des philosophes ici. C'est notre façon de penser et de voir les choses. Et je travaille sur ma psychologie aussi beaucoup, c'est la manière de se connaître et de réagir dans la vie. C'est mettre des mots sur ses émotions, apprendre à les sortir réellement. Moi je ne savais pas pleurer, hein. Quelqu'un, je n'ai pas pleuré avant 17 ans. J'ai pleuré une fois, puis après il a fallu attendre que j'y travaille au final. Et donc j'ai appris à pleurer, j'ai appris à m'énerver quand il le fallait, à avoir son petit caractère. Au bout du compte, je vois des hommes, des femmes, et puis j'en parle plus maintenant, quoi. Enfin, je vais pas... Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du respect pour moi, je suis un homme, je suis pas plus, mais je suis pas moi non plus. Et par contre, tout le monde sont des hommes aussi. Il n'y en a pas un qui vaut mieux qu'un autre. Il y en a qui sont plus malades, il y en a qui ont plus d'argent, il y en a qui sont dans la rue, mais même ceux qui sont dans la rue, ils ne sont pas moins respectables que les autres. Voilà, c'est ma façon de penser. Très bien. Anthony Robin, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bien, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un peu, hein. Tu viens de dire, c'est la révolution aujourd'hui. On est à Périgueux, c'est les premières assises, non pas de la santé mentale, mais en santé mentale en Dordogne. Pourquoi ce en et ce de, ce sera ma première question. Orienté rétablissement, ce sera ma deuxième question. Donc aujourd'hui, ce sont des assises. En général, les assises, c'est l'occasion de faire un bilan, mais aussi peut-être de proposer des nouvelles pistes. Alors d'abord, pourquoi ce en santé mentale et pas les assises de la santé mentale ? Alors c'est Martine Dos Santos qui a défini ce terme, mais je crois que l'idée, en tout cas, en mettant premières assises en santé mentale, c'était la volonté de marquer le début de quelque chose. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le point de départ, on l'espère en tout cas, à la fois d'une prise de conscience, du retard peut-être que globalement en France on a dans l'accompagnement des personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique, mais aussi plein d'espoir, puisqu'il y a plein de choses qui existent, des outils et surtout de l'énergie, l'envie à la fois des familles, des professionnels sur le terrain et aussi, on l'a vu, des usagers et maintenant des pères aidants, de pouvoir faire évoluer les choses rapidement et donc de pouvoir voilà, changer effectivement la vie concrète des personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique. Bien, toi tu es médecin à Bergerac. Psychologue et coordonnateur d'un nouveau dispositif d'accompagnement, le C2A, Club Action Avenir du Bergeracois. Où, Juste, voilà, pour le C2A, on va revenir dessus. Je pense que ce qui te tient à cœur, c'est ce mot de rétablissement. Alors, il y a un intervenant dans la salle tout à l'heure qui disait qu'il y avait beaucoup d'anglicismes, empowerment, recovery. Donc, on va essayer d'utiliser les termes français, le rétablissement. On a vu d'ailleurs les témoignages des usagers, malades, usagers, patients, usagers, hein. Notamment un témoignage très intéressant d'un père aidant. Tu nous expliqueras ce que c'est que la père aidance. Si vous insistez sur le fait qu'il faut mettre l'accent sur le rétablissement, est-ce que ça veut dire que la psychiatrie française est très en retard là-dessus ? Alors,
on va être optimiste. C'est-à-dire que si on regarde le verre à moitié vide, oui, on peut dire qu'on est très en retard. Et si on regarde le verre à moitié plein, on peut constater que partout en France, c'était d'ailleurs un petit peu ce qu'a souligné Michel Lafourcade tout à l'heure en début de journée, le directeur général de l'ARS. Voilà. Il y a plein d'initiatives partout, plein de choses qui émergent. La présence de Léo Gaillard, Maillard le montre là. Donc il faut vraiment voilà, être plutôt optimiste sur l'idée qu'aujourd'hui, on a vraiment des gens sur le terrain qui concrètement ont envie de mettre en place des choses et développent déjà des choses. Les assises, c'est aussi l'occasion de faire le point sur ce qui existe là à proximité et sur les envies des uns et des autres encore d'aller plus loin. Avec le C2A, j'ai constaté que je n'étais pas le seul à avoir des difficultés, notamment grâce au groupe Paris où l'on s'entraide. J'ai pu ainsi m'intégrer à l'hôpital de jour qui nous propose des activités variées. Je suis maintenant autorisé à reconduire et j'espère pouvoir rapidement débuter une formation. Je n'entends plus de voix au jour d'aujourd'hui et ressens seulement un peu de fatigue à cause de mon injection. Aujourd'hui, je pose les bases de mon rétablissement jour après jour dans le but de m'épanouir et de vivre une vie normale. Et merci à tous de m'avoir écouté. Donc pour être clair, le rétablissement, c'est que les usagers sont entre guillemets acteurs, même si j'aime pas trop ce terme, c'est un peu compliqué à définir, mais participent de ce processus de rétablissement. Et toi, ce que tu fais à Bergerac avec les C2A, c'est un dispositif, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, un dispositif qui va dans ce sens-là? Oui, la révolution, elle est dans le fait qu'effectivement, se rétablir, c'est toujours la décision que prend une personne pour elle-même. C'est l'envie, à un moment donné, un sujet confronté à des difficultés, notamment là, des difficultés de santé mentale, de se dire « je veux reprendre le contrôle de ma vie, je veux à nouveau avoir une vie de qualité ». Ça, c'est la décision de la personne. Mais on constate dans la réalité que parfois, il faut être capable de soutenir la personne, notamment en début de démarche de rétablissement, pour qu'elle puisse justement déjà avoir l'information. Et oui, on peut se rétablir aujourd'hui d'un trouble de santé mentale, même un trouble de santé mentale grave. Et ce n'était pas le cas avant. En tout cas, on n'avait pas toutes ces infos. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire passer le message, susciter l'espoir et soutenir les personnes dans le redémarrage, et notamment le démarrage du rétablissement, les premières étapes du rétablissement qui parfois peuvent être assez difficiles. Donc le Club Action Avenir, c'est ça. C'est en complément de l'accompagnement thérapeutique qui existe déjà, proposer un accompagnement non médical orienté rétablissement, où on va aider la personne à faire tout un travail sur son bien-être, à retrouver de l'espoir, à sortir de la stigmatisation, à remobiliser son projet de vie, croire à nouveau en elle-même et se remettre en marche et commencer des actions concrètes qui vont vraiment permettre à la personne petit à petit de progresser vers la vie qu'elle a envie de vivre. Ouais, le rétablissement, la pérédance, c'est les anciens malades, en gros, ceux qui ont vécu des choses que vous connaissez sans doute tous si vous êtes là, c'est-à-dire les maladies psychiques, schizophrénie, bipolarité, dépression chronique, et j'en passe, hein, qui ont vécu des gros moments de bad, et puis en fait, qui arrivent à s'en sortir, très bien, en gros, hein, et qui savent mettre des mots sur ce... Parce qu'il y a des gens qui s'en sortent, et c'est de manière intuitive, et quelque part, ils ne savent pas forcément toujours par où ils sont passés. Puis il y a des gens qui s'en sortent parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont mis des mots, parce qu'ils ont écrit, parce qu'ils ont bien compris le tout, et en fait, c'est ça la pérédance, c'est des gens qui ont compris comment ils font pour s'en sortir, donc en fait, ils ne peuvent plus vraiment plonger au final, parce que quand on comprend un remède, on l'utilise au bout du compte, et puis le remède est là, et on va bien. Et en fait, la pérédance, c'est ces gens qui ont appris à aller bien, bon alors plus ou moins, il y a toujours des degrés bien entendu, mais qui vont aller vers ceux qui ne savent pas encore comment aller bien, ceux qui cherchent et qui sont un petit peu intérieurement triturés, d'aller les aider alors, de plusieurs manières. Il y a plein de pérédance, il y a de la déstigmatisation, c'est-à-dire, là c'est un petit peu aussi ce que je peux faire aussi, c'est-à-dire qu'on voit toujours les malades un petit peu bébêtes, en train de baver, à l'hôpital, hein, souvent les reportages montrent, des fois il y a des gens dangereux qu'on montre, sauf que les gens dangereux, c'est 1% de la population schizophrène. Je ne peux parler pour les schizophrènes là, mais voilà, parce que moi c'était mon cas. C'est 1% de la population schizophrène qui est dangereux pour autrui. Par contre, le pourcentage est beaucoup plus gros, ils sont dangereux pour eux-mêmes.
je comprends un petit peu ce que vous venez de dire, Léo. Donc, la père aidant, c'est être père aidant, donc c'est s'appuyer sur son expérience, sur son vécu, avoir été capable de dépasser à un moment donné dans son parcours de vie les difficultés qu'on rencontre sur le plan psychologique, avoir repris le contrôle de sa santé mentale et avoir envie du coup de pouvoir aider finalement d'autres personnes à faire un petit peu ce chemin de rétablissement pour voilà, également retrouver... Alors, ce chemin, non. Mon chemin, c'est mon chemin. Comme vous avez tous des vies différentes, on a tous... Des fois, on a les mêmes problèmes, mais on pense pas... on n'a pas la même philosophie, la même manière de penser, on pense pas toujours exactement la même chose quoi, dans sa tête. Puis nos corps, ils sont tous différents, on marche pas pareil. Il y a des gens, ils peuvent faire un 100 mètres en courant, et puis ils sont pas fatigués. Et puis il y en a, ils vont faire 100 mètres en courant, ils vont s'arrêter même au bout de 10 mètres, puis ils vont faire 10 mètres par 10 mètres. En fait, le but, c'est d'aller changer un petit peu cette psychiatrie en mettant des pères aidants, donc des gens qui ont compris pour eux, et puis d'utiliser grossièrement ces petites techniques qu'on a. Alors c'est des fois des manières de positiver, des remédiations cognitives qu'on a créées sans vraiment s'en apercevoir des fois, puis c'est des fois des manières de réfléchir qui ont été très poussées, et c'est utiliser tout ça, en parler avec les médecins, avec les politiques, bien souvent, parce que aussi on en a besoin pour ceux qui font un petit peu les choix aussi, en parler avec vous, parce qu'il faut aussi changer votre manière de penser sur nous. En fait, il y a tout à changer. Aujourd'hui, en France et partout, on doit tout changer. Parce que sortir de la maladie, c'est possible. Je suis là, je vais bien, coucou. Et si c'est possible pour moi, c'est possible pour les autres aussi. Mais s'ils n'ont pas la bonne aide, alors moi j'ai eu la force et le contexte de vie qui m'a apporté de la force, du courage, beaucoup, de l'amour aussi de toute ma famille et de mon entourage. Mais si on apporte une aide de la psychiatrie et tout ça aux autres, aux gens qui n'y arrivent pas, eh bien, ils vont s'en sortir de mieux en mieux. Alors sur cette question de l'aide, c'est vrai que Tim en a un petit peu parlé dans sa présentation sur ce qui se faisait notamment à l'étranger, des exemples de programmes, de dispositifs. Est-ce que vous, Léo, ce serait quoi aujourd'hui le type d'aide qui pourrait justement aider des personnes à reprendre le contrôle et à repartir? Le type d'aide? Alors, il y a la déstigmatisation, j'ai fait la petite partie tout à l'heure, c'est aller changer le regard de la société vis-à-vis de ça, parce que de toute façon, le regard il est totalement faussé à l'heure d'aujourd'hui. Pour la père aidance en direct, c'est-à-dire médecin, infirmier, père aidant pour le coup, parce que maintenant on rentre dans les établissements, hein. Pour les pères aidants en direct, c'est aller parler aux médecins, prendre vraiment une prise de conscience, les pères aidants doivent prendre conscience que les médecins pensent comme ils pensent. Mais les médecins doivent aussi prendre conscience que si, par exemple, moi, en tant que père aidant, je dis quelque chose, en prendre totalement compte. Si tout le monde prend un petit peu conscience, alors on ne peut pas tout faire en même temps, mais médecins, tout le monde, et même les gens dans la rue, prend un petit peu conscience que les malades, c'est pas les plus méchants, c'est loin d'être le cas, qu'on peut les aider et qu'il faut aller vers ce rétablissement et qu'il y a des gens qui peuvent apporter des choses. Les politiques, faire des lois pour que ça devienne possible, il y a 1000 choses à changer, il y a peut-être bien tout à changer, ça se fera petit à petit, mais c'est à tout le monde, aux enfants, aux adultes, à apprendre aux enfants de respecter les choses, c'est du respect des malades psychiques, puis quand on respecte les autres, quels que soient les autres, on commence à se respecter soi-même, parce que juger les autres, c'est aussi vous juger vous-même. Et ça, je ne sais pas si vous le savez tous, mais c'est quelque chose de véridique. Voilà. Alors c'est un mouvement qui est très présent dans le monde anglo-saxon et visiblement en France, pas un peu mais pas beaucoup. Et pourtant, sans faire le pédant, Michel Foucault avait déjà écrit dans les années 60 qu'il fallait se subjectiver, c'est-à-dire lui il parlait des prisonniers mais aussi des Noirs américains, mais aussi on va dire des malades mentaux, enfin, même si le terme est un peu dépassé maintenant. Et donc cette idée qu'on a entendue ce matin de la part de Léo, c'est les médecins, arrêtez de parler pour moi, je vais parler pour moi, je sais, moi aussi j'ai des choses à dire, et que cette vision descendante clinique, médicale, française, c'est quelque chose qui aujourd'hui en fait ne facilite pas la guérison des patients. Alors comment ça se fait qu'en France, alors qu'on l'avait théorisé dès les années 60, comment ça se fait que l'institution en France est aussi en retard? Est-ce que tu as des explications? Alors, des explications, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il faut qu'on soit
effectivement exigeant dans les résultats. C'est-à-dire, effectivement, il faut qu'on se dise on va changer, il faut qu'on évalue si ça change. Il faut qu'on sorte du discours. Voilà, parce que dans les discours, tout le monde est d'accord. Politique, soignants, famille, usagers, oh, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais voilà. Mais aujourd'hui, la question, c'est sur le terrain, qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de Léo autour de nous et de gens qui peuvent témoigner qu'ils se sont rétablis et qu'ils ont trouvé dans la société le soutien nécessaire pour aller de l'avant. On voit dans l'enseignement, là, cette interpellation fantastique, il y a un travail énorme à faire aussi pour aider les enseignants, aujourd'hui, qui sont complètement démunis, comme le sont les familles au début. Donc voilà, on voit tout le travail qu'il y a à faire, ça concerne beaucoup de monde, et aujourd'hui, il faut cibler les besoins, et tout de suite définir des actions et les évaluer et aussi s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger. Je pense que parfois quand j'ai réutilisé des mots anglo-saxons, je l'ai fait un petit peu à dessein, j'ai cherché la barque et à chaque fois ça ne manque pas, il y a des réactions, mais c'est quand même pour dire il se passe des choses ailleurs, il faut qu'on regarde ce qui se fait, on se les réapproprie, on peut effectivement, on n'est pas obligé d'utiliser le mot empowerment, mais voilà, et on peut dire retrouver une capacité d'action, décider pour soi, voilà, ça tout le monde peut le comprendre et aujourd'hui il faut le comprendre et le mettre en acte. Au début de cette période, je me trouvais très bien, mon entourage aussi. Mais je suis repartie dans une spirale de vouloir trop en faire, et j'ai fini par péter les plombs. Prendre au sérieux cette maladie n'a pas été facile. Toute la honte et la culpabilité que je éprouve se sont un peu atténuées. Je comprends un peu mieux les symptômes et j'espère encore améliorer ma vie. À l'avenir, j'aimerais dompter la maladie et mettre en pratique les principes de base d'une vie saine. Être plus sereine et active face aux choses de la vie, pouvoir compter sur moi et mes décisions. J'aimerais être capable de rebondir au lieu de m'effondrer. Globalement, j'aimerais être dans un état d'esprit positif, entouré de gens bienveillants, drôles et sympathiques. Bon, le problème des assises, c'est qu'on a une rangée de VIP, des élus, les institutionnels. Tout le monde applaudit, c'est très bien, et puis à la fin, c'est terminé, quoi. Toi, qu'est-ce que tu aimerais de cette journée par rapport et aux politiques, mais aussi à l'ARS? Qu'est-ce que tu espères de cette journée en fait? Alors, c'est pour ça que c'est important. La base, c'est premières assises en santé mentale. C'est-à-dire que si on revient dans 2 ans, puisqu'on s'est dit peut-être le bon rythme, ce serait tous les 2 ans, qu'est-ce qu'on aura fait comme chemin? Cette journée, elle doit nous permettre d'identifier des personnes de bonne volonté, des personnes ressources dans tous les champs. Santé, politique, voilà, partout, usagers, familles, des personnes qui ont envie de changer les choses concrètement. Deuxièmement, on va commencer à identifier quand même un petit peu ce qu'on a comme outils qui peuvent nous aider. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, l'ARS Nouvelle-Aquitaine propose la possibilité de faire reconnaître des dispositifs, par exemple comme dispositifs innovants, des dispositifs qui ne rentrent pas complètement dans les clous de ce qui est dans le cahier des charges, mais qui se basent sur, il y a des besoins sur le terrain, et ben on va construire quelque chose qui va y répondre. On est un petit peu dans cette démarche avec le C2A, c'est de se dire aujourd'hui, il faut changer concrètement les choses, les construire, et parfois peut-être les faire reconnaître dans un deuxième temps. Voilà, il faut construire, essayer d'être au plus près des besoins, aider, et à partir de là, tout le monde, on évalue et on se dit, ben voilà, ça va dans le bon sens, et ben dans ce cas-là, il faut le développer. Voilà. Et aujourd'hui, la démarche, ça va être ça, ça va être de tester qu'est-ce qui marche dans la prévention, dans les soins, dans l'accompagnement au rétablissement, et de se dire après, ben, comment peut-être on peut le généraliser pour que partout sur le territoire, eh ben, les personnes ne soient plus démunies et trouvent assez rapidement l'aide dont elles ont besoin. Merci beaucoup, on ne va pas t'embêter davantage. Et puis on reviendra sans doute faire un petit reportage sur le C2A, donc une structure à Bergerac qui existe depuis maintenant quelques mois. Un dispositif. Là aussi, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est important. Le dispositif, le C2A, c'est un dispositif, c'est-à-dire un lieu dans lequel on vient apprendre des choses, comme un lieu de formation, apprendre des choses sur soi, se former, retrouver des compétences, des capacités. C'est plus un lieu d'accueil parce que l'accueil, c'est la vie. Donc les gens viennent au C2A et le reste du temps, ils sont dans leur vraie vie. Là aussi, la révolution, elle est là-dedans. Sortir d'une conception, on va dire, un peu enfermante de la santé mentale pour se dire, bah, les personnes, elles vont venir participer à des cours, à des entretiens individuels, voilà, développer des compétences, des capacités, apprendre des choses qui vont permettre ensuite à ces personnes, dans leur vie, de reconstruire des choses. C'est ça l'enjeu. Anthony, merci beaucoup et bonne suite pour ces assises. Merci à Canal Pourpre, à bientôt. Alors, Michel Roy, 40 ans de psychiatrie et j'en suis sorti, je considère que je suis rétabli. J'étais d'autres. Ou non. Depuis que je suis rétabli, je pense que j'étais du même côté. Et tout ça
la même table. Je voulais intervenir sur des problèmes de vocabulaire. Lorsque vous nous avez présenté les choses, au tout début, vous avez présenté les nouvelles manières de penser le soin en psychiatrie avec beaucoup d'anglicisme. Et ça m'a un peu choqué. Ce matin... D'anglicisme. Ça veut dire quoi? Parce que je suis pas sûr que tout le monde le sache. Eh bien, c'est-à-dire avec des mots anglais qui sont censés rentrer dans le vocabulaire français. Alors, il se trouve que ce matin, avant de venir, j'ai entendu aux informations qu'on reprochait à notre président de la République, qu'on lui ferait savoir, monsieur le député, peut-être, qu'il utilisait trop de mots du jargon informatique ou du jargon, en tout cas de mots anglais. Et je vois qu'en psychiatrie, c'est la même chose, case management, empowerment, etc. Et après, j'ai été très content d'entendre quelqu'un de naissance de langue anglaise nous parler dans un français tout à fait correct. Et il y a une chose que j'ai découvert dans son propos, c'est que le terme d'empowerment, bon, je comprends très bien ce que ça veut dire en anglais, mais alors pour le traduire en français, je ne savais pas. Et maintenant, je sais. C'est se bouger le cul. Et je pense que ça, se bouger le cul, alors Kim nous a parlé beaucoup de la société et des institutions qui laissent bouger le cul, mais pour que ça marche, hein, Léo, je pense que vous serez d'accord, pour que ça marche, il faut aussi que la personne qui a souffert de troubles psychiques se bouge le cul aussi. Donc il faut l'aider à apprendre à se bouger le cul. Et là, je suis tout à fait... Bonjour Léo, moi c'est Didier. J'ai une question. Pour la personne en souffrance, le père aidant, c'est un exemple ou un espoir? Un exemple ou un espoir? Un exemple, pas forcément. Peut-être l'exemple, ça sera peut-être de voir que moi je souris et puis que. Alors, un exemple, moi j'aime pas ce mot. Moi j'aime pas ce mot parce que les choses bien, on peut faire les choses bien de différentes manières. L'exemple, c'est un petit peu faites comme moi, tout ira bien, quoi. Non, moi je pars pas de ce principe-là. Il y a des gens, moi par exemple, j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Ok, j'ai besoin de 7 heures. Mais si la personne a fait comme moi et qu'elle en a besoin de 10, elle va se retrouver avec 3 heures de sommeil en moins, du coup. Donc en fait, non. C'est vraiment adapter. Apprendre à la personne à se connaître. Alors, elle peut peut-être prendre exemple sur moi, sur le travail. Et par exemple, moi, je l'ai fait en pas longtemps au final, le travail pour se rétablir. Du coup, l'exemple de ça, je suis pas sûr. L'exemple, c'est pas du tout le bon mot. Par contre, sur l'envie, sur l'espoir, sur pas mal de choses, oui, carrément, bah ouais, parce que moi, on pourra pas dire que je suis pas heureux. Tout le monde le voit tout le temps, à ceux qui me connaissent. Donc, ce ne sera pas un exemple, mais ouais, ce sera beaucoup d'espoir. Ouais. Une autre question ici, et une autre question devant après. Merci beaucoup Léo. Donc je voulais savoir, les pères aidants, il y en a partout. Il y en a à Bordeaux, il y en a... Les pères aidants? Oui. Alors les pères aidants, ça existe depuis 30 ans au Québec. Alors ils n'ont pas toujours été payés, mais en tout cas ils le sont maintenant actuellement. Et en France, comme à chaque fois un petit peu, bon, pas dans tous les domaines, mais en France, ça commence juste à émerger. Voilà. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il est prouvé dans plusieurs pays. Je crois, il me semble, au Royaume-Uni, la Suède, tout ça. Voilà, il y a la père aidant et la père aidance au Québec, donc qui sont les pointures un petit peu de la psychiatrie en France. Et puis ça arrive un petit peu en France, c'est-à-dire qu'il y en a un à Sainte-Anne, à Paris, qui s'appelle Monsieur Philippe Mogiron, c'est bien ça, ouais. Et puis là, il y a des gens qui s'implantent un petit peu parce qu'il y a des formations. Il y a Sylvie Tricard qui est là-bas, qui est ma formatrice, qui a créé une formation pour père aidant. Et ça commence à s'implanter en France, mais c'est le début. Moi, je voudrais juste compléter ça, c'est vrai, encore une fois, ce que tu dis, c'est très bien. Mais la péridance, c'est déjà ce qui se pratique intuitivement, bénévolement, dans les groupes d'entraide mutuelle. Il ne faut pas l'oublier, ça commence là. Mais le début de la péridance, le tout début de la péridance, c'était aux États-Unis, vous savez, vous connaissez les alcooliques anonymes. Et bien les alcooliques anonymes, c'était un petit peu ceux qui allaient un peu mieux, du coup, en fait c'est l'entraide, c'est ceux qui vont un peu mieux, qui tirent ceux qui vont un peu moins bien pour aller un peu mieux. Et du coup, vu qu'on aide ceux qui vont un peu moins bien, du coup,
et bien ça crée une chaîne, c'est-à-dire que nous, ça nous redonne un peu de gratitude, de bien-être, parce que ça fait plaisir de faire sourire les gens. Et nous, on va un peu mieux. Et après, du coup, celui qui est un petit peu en dessous, il va un peu mieux aussi, il aide un petit peu l'autre qui va encore un peu mieux, ça fait une chaîne, quoi. Puis ça part, et puis, bon, tout le monde, voilà, comme disait Monsieur Roy, tout le monde ne se bougera peut-être pas son cul, effectivement. Par contre, nous, on peut tous faire un truc pour que ça soit plus possible, que tout le monde prenne conscience qu'on peut tous se bouger le cul, les malades, mais les autres aussi. Oui, merci Léo pour ce beau témoignage. Moi, je suis la maman d'une jeune fille de 27 ans qui est en déshérence complète. Pardon. Et je me dis que ça fait 27 ans que je me bouge le cul, que toute la famille se bouge le cul. Mais comment faire? Elle est dans le déni total. J'ai pas elle a été hospitalisée plusieurs fois. On m'a fait comprendre que c'est une enfant unique. On m'a fait comprendre que tout venait de moi, que je l'avais gâtée, pourrie, que je l'avais élevée dans un cocon et que je ne lui avais pas donné les armes c'est-à-dire qu'au lieu de lui apprendre à pêcher, je lui avais apporté le poisson et que maintenant elle me refuse, elle me connaît plus, elle a plus de maman pour elle. Et son père la tient hors de l'eau en quelque sorte, puisqu'elle n'est absolument pas en psychiatrie. On m'a dit madame, on ne peut rien pour vous, désolé pour vous, mais votre fille est majeure et on ne peut pas lui imposer un traitement, on ne peut pas la garder éternellement à assister. Vous l'avez assistée pendant des années, vous avez fait votre travail de parent. Maintenant, il faut lâcher prise. Lâcher prise pour une fille donc maintenant, elle a 27 ans, elle est accro au cannabis, elle est accro à l'alcool, elle a 2 chiens dont elle ne peut pas s'occuper, elle n'a aucun projet, elle n'a aucune formation, elle est en déshérence totale, professionnelle, sentimentale, psychologique, tout ça. Et elle a un mal de dos. Alors un mal de dos, ça fait 3 ans qu'elle a mal au dos. Alors on a vu tous les radiologues, tous les ostéopathes, elle s'est fait virer de tous les médecins traitants de Périgueux. Maintenant elle est à Bordeaux parce que plus personne ne veut la voir sur Périgueux. Nous sommes désespérés, on a toujours le portable sous la main en se disant voilà, la police va nous appeler. Elle a plus de permis de conduire, elle a eu 2 accidents. On va essayer de vous répondre un petit peu, je pense qu'on a excusez-moi, très ému. Excusez-moi. Merci pour votre témoignage en tout cas, et on va vous faire un retour par rapport à ça. Merci à vous. Merci, c'est qu'après, en fait, les questions, je les ai dans ma tête, puis s'il y en a trop après à répondre, en fait, je ne peux plus... Ok, alors je vais commencer par la pérédance. La pérédance, en gros, enfin, moi, la pérédance, ok, c'est une chose. La pérédance, on va travailler avec tout le monde, et puis au niveau de votre enfant, nous, ce qu'on peut apporter en tant que pérédant, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais en fait, c'est aller voir la personne. Moi, par exemple, je ne vais pas forcément travailler avec les parents au début, je vais aller voir la personne et créer un climat de confiance. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des choses, par exemple, j'ai vécu la dépression, les envies de mourir, pendant des années, être mal, mais à un point qu'on n'imagine même pas. Moi, j'appelle ça l'enfer permanent, parce que même dans les rêves, même dans vos rêves, vous êtes complètement envahi de parano et tout ça. Enfin bon, c'est 365 jours, ça ne s'arrête jamais. Hein. Et en fait, voilà, la pérédance, c'est ça aussi, c'est aller vers les malades et puis leur dire moi je te comprends, moi je l'ai vécu, je peux te donner des petites clés, par contre il faudra aller prendre son traitement, il faudra aller voir le médecin, faut prendre toute l'aide qui est possible, quoi. C'est un petit peu ça notre discours vraiment. Et pour rebondir, pour compléter aussi ce que dit Léo, juste parce que c'est vraiment important, parce que la dame elle est en souffrance aussi.
au niveau de vous, parce que votre fille, c'est votre fille, certes, il y a beaucoup d'amour, et plus les enfants sont malades, et plus on les aime quelque part, enfin en tout cas différemment. Et moi je dis souvent, la seule chose qu'on peut faire avec un enfant à partir d'un certain âge, parce qu'elle a 27 ans, elle est malade, ok, mais elle a 27 ans, elle est adulte, quoi. Alors, ça dépend ce qu'on appelle adulte, ok. Mais en tout cas, elle a l'âge de maturité, et vous allez bousiller votre vie si vous vous occupez pas de vous. Et en fait, ce que moi je dis souvent, c'est on éduque ses enfants quand ils sont petits, mais après, et tout pendant le long de l'éducation aussi, c'est le seul exemple qu'on peut montrer à un enfant au final, c'est essayer, on peut pas toujours, mais essayer d'avoir le sourire en fait. Essayez de vous occuper de vous. Et alors ça peut se passer mal, ça peut créer elle peut se barrer et puis vouloir vous voir et tout ça, mais en tout cas, ça fait vraiment, au bout du compte, si vous arrivez un petit peu à vous occuper de vous, parce que là c'est la catastrophe, je sais, hein, mais elle aura au moins cet exemple-là, parce que vous pouvez pas la changer, ça c'est clair, elle est toute seule dans sa tête, hein. Vous avez tout essayé, par contre si vous vous occupez pas de vous, au final, elle a plus d'exemple auquel se rattacher. Et lui donner cet exemple de moi je fais des efforts pour aller bien. Et bien c'est la seule chose de toute façon que vous pouvez faire, parce que vous faites partie de la famille, c'est un petit peu comme la loi, la mère, c'est la mère, elle dit quelque chose et puis on a envie de faire d'autres choses qu'elle a dit en fait. Et en fait c'est un petit peu, c'est con à dire, mais lâcher ses enfants, quand on leur lâche la grappe, c'est aussi à eux de choisir à un moment donné, est-ce que je veux vivre, est-ce que je veux pas vivre. Alors, c'est horrible de se dire que son enfant peut choisir aussi le contraire. Et ça, c'est l'horreur. Par contre, il faut bien se dire que vivre 50 ans dans cet enfer permanent, 365 jours par an, c'est-à-dire toute l'année, toute la vie, toutes les nuits, tous les jours, à un moment donné, il faut aussi se dire que si la personne fait le choix, par exemple, fait un choix tragique, hein, et je ne suis pas là-dessus, elle fera un choix tragique, mais de toute façon, personne ne pourra l'en empêcher. Par contre, si elle fait le choix inverse, la famille, trop proche, ça peut être très très contre-productif. Hein, c'est un petit peu comme si les politiques ils disaient demain, écoutez les gens, vous avez le droit de tout faire, hein, de vous lever le matin, d'aller travailler. Par contre, vous y allez pas en bus, pas en voiture, voilà, vous y allez dans le véhicule que je vous dis. Et en fait, on a le droit de faire tout ce qu'on veut aujourd'hui, mais on n'a plus le droit de rien faire au final. Et puis ça rentre dans les mœurs, après on trouve ça normal. Je sais pas, j'essaie de faire un petit truc et j'y arrive pas là, mais c'est pas grave. Mais en fait, ça cadre trop. En fait, moi par exemple, j'ai appris qu'on nous apprend qu'il faut faire tout le temps le ménage chez nous. Et bien pendant quelques temps, au début, j'ai pris mon appartement, et puis j'ai laissé la merde partout. Vous voyez? J'ai laissé un peu la merde, voilà, assez régulièrement. Mais j'ai appris au final que la merde, elle n'est pas forcément... elle n'est pas agréable non plus pour moi. Alors à partir d'un moment donné, j'ai rangé un petit peu plus. Et parce que c'était moi que ça agaçait. J'étais tout seul dans l'appartement. De toute façon, ma mère, je ne voulais pas la voir. Donc j'étais tout seul dans l'appart. Et en fait, on apprend de ses erreurs à chaque fois. Parce que vu que ça nous fait chier un petit peu à la fin, eh bien on range un petit peu. On range un petit peu. Alors votre fille, là... Ben oui. Là c'est le cannabis et tout. Mais je vous dis, aujourd'hui c'est sociétal aussi. C'est-à-dire qu'on n'aide pas beaucoup les malades. Mais là c'est en train de bouger. Et c'est pour ça qu'on est là. Et ça va peut-être bouger plus vite que prévu si messieurs, là, peut-être, peuvent pousser un petit peu tout ça dans le bon sens. Voilà. C'est l'idée. Hein, on est tous là pour pousser dans le bon sens. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas. High fidelity. It's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life.